Alors, les questions. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est... D'abord, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur cette affaire. Je réfute absolument les accusations qui ont été portées contre moi. Deuxièmement, je fais déjà des longues réponses. Deuxièmement, l'affaire suit son cours. Donc, on ne peut pas la commenter. Troisièmement, vous savez que lorsque vous êtes candidat à l'élection présidentielle, il y a probablement des gens qui aiment bien essayer de trouver comment vous nuire. Je suppose qu'un certain nombre de gens sont allés voir si j'avais des comptes en Suisse. J'en ai pas. Si j'étais cité dans les Panama Papers, je n'y suis pas. Dans les Pandora Papers, non plus. Si j'ai des comptes à Grand Caïman, non plus. Est-ce que j'ai dépassé les plafonds de comptes à l'élection présidentielle de 2017 ? Nous en étions fort loin. Est-ce que j'ai un casier judiciaire ? Qu'est-ce qu'il y a dans mon casier judiciaire ? Il est absolument vierge. Donc évidemment, c'est un peu gênant. C'est un peu embêtant. Voilà. Donc, eh bien, nous avons cette affaire. Je crois d'ailleurs que tous les candidats qui se présentent ou qui comptent se présenter n'ont pas tous un casier judiciaire vierge. Voilà ce que je dirais sur cette affaire. Et puis, ben, nous verrons là, ce que dit la justice, mais je suis confiant sur la suite des événements. Comment est la procédure précisément ? Oh ben, elle est chez le juge d'instruction qui est en train d'auditionner des personnes. Voilà. Qu'en est-il de vos parrainages, monsieur ? Alors, les parrainages, comme vous le savez, les parrainages, personne n'en a. Les parrainages au sens strict, qui s'appelle présentation d'un candidat, puisque ça doit être sur un papier officiel, numéroté, attribué à chaque détenteur du pouvoir de parrainage, papier fileté, filigrané, etc. Ces papiers seront envoyés par le Conseil constitutionnel, si j'ai bien compris, à partir du début du mois de janvier prochain. Alors, vous savez qu'il y a des candidats qui ne sont pas dans la même situation. Ceux qui sont choisis comme étant le candidat du parti politique, si c'est un parti politique qui a beaucoup d'élus, eux, ça ne pose pas un problème. Quel que soit le candidat qui sera choisi par LR, ils ont suffisamment en eux-mêmes d'élus pour fournir en l'espace de 15 jours les parrainages nécessaires à leur candidat. Pareil pour le Parti socialiste. Pareil pour EELV. En revanche, les candidats qui ne bénéficient pas d'un parti politique ayant autant d'élus, nous en avons quelques-uns. Il y a quelques maires qui sont adhérents de l'UPR, mais ça ne va pas très loin. Nous sommes donc obligés, comme la plupart des autres candidats, à aller quémander des promesses de parrainage auprès des détenteurs du pouvoir de parrainage. Alors pour répondre à votre question, si je fais cette conférence de presse, c'est que j'ai bon espoir d'y parvenir. Nous avons beaucoup de promesses de parrainage. Nous en avons suffisamment pour avoir l'espoir de parvenir. Nous n'en avons pas suffisamment pour avoir une certitude, d'autant plus que vous savez qu'il faut 500 parrainages et qu'il faut compter une marge d'incertitude. Il peut y avoir des maires ou des détenteurs de pouvoir de parrainage qui, au dernier moment, n'honorent pas leurs promesses. Donc il faut avoir une marge de sûreté. Et donc voilà, où nous en sommes. Disons qu'actuellement, nous avons à peu près le même nombre de promesses, peut-être même un peu plus que nous en avions à la même époque en 2016. Donc voilà. Mais il ne faut surtout pas baisser l'effort parce que c'est très difficile à obtenir. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire ici que finalement, c'est vous les journalistes, vous devriez peut-être de temps en temps aller sur le terrain et puis demander à des maires qui est-ce qui cherche des parrainages. Vous auriez peut-être des surprises. Il y a des gens qui sont médiatisés et qui, en fait, semble-t-il, en cherchent peu. Et M. Philippot aussi va chercher des parrainages sur un Frexit aussi. Est-ce que ça ne va pas vous en empêcher Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoutez, il y aura un juge de paix. C'est qui aura les parrainages. Voilà. Vous avez combien là au bout ? Ah ça, je ne vais pas vous le dire, puisque personne ne le dit. Mais je vous ai dit qu'on en a suffisamment pour être confiant dans la suite des événements.
Et suffisamment peu pour ne pas... Parce que d'abord, c'est un simple principe de prudence. Parce que, encore une fois, ce ne sont que des promesses. Alors, donc les promesses, il faut quand même avoir une marge de manœuvre. Est-ce que vous avez fixé un objectif? Vous étiez à 0,96% en 2017. Est-ce que vous avez fixé un objectif en 2022? Oui, alors je vous répondrai le meilleur pourcentage possible. Je n'ai pas enfoncé les portes ouvertes. En 2017, j'avais été déçu, comme toutes les personnes qui étaient avec nous, parce que nous pensions faire un meilleur score. On ne pensait pas faire des scores mirobolants, mais enfin, on pensait faire un meilleur score que celui que nous avons obtenu, peut-être de 2-3 points, de 2-3%. On avait méconnu des éléments très importants, c'est que j'étais tout à fait nouveau, que personne ne me connaissait. Peut-être j'ai peut-être commis des erreurs de communication. Peut-être, par exemple, beaucoup de gens pensaient que dans mon programme, il n'y avait qu'un seul truc, c'était la sortie de l'Union européenne. Non, pas du tout. C'était pas vrai du tout. Il y avait un programme extrêmement détaillé, mais on avait focalisé l'attention des gens. Moi, j'ai vu combien de gens qui m'ont dit ouais, mais de toute façon, lui, la seule chose qu'il veut, c'est sortir de l'Europe. Comme si c'était d'ailleurs comme si c'était une fantaisie, comme si c'était par nostalgie ou par je sais pas quoi. Non, non. Si j'ai essayé de vous le démontrer ici, c'est parce que si on veut sortir de l'Union européenne, c'est pour récupérer les marges de manœuvre pour répondre à ce que veulent les Français. Sinon, on ne peut pas. C'est aussi simple que ça. J'en profite d'ailleurs pour dire que si on ne sort pas de l'Union européenne en 2022, le problème continuera de s'aggraver dans les années qui viennent. Parce que vous êtes, comme moi, des citoyens français quand même. Comme moi, vous avez des amis, de la famille, des enfants, des conjoints. Vous savez quand même bien que la société française va de mal en pis. Vous savez qu'il y a quand même des attentes de plus en plus massives qui se prononcent. Et puis on fait comment pour régler ça? Moi, je ne veux pas de politique du bouc émissaire. Jamais. Je ne veux pas des yaka faucons. Et j'attends d'ailleurs que... Moi, j'ai mis sur la table un programme. Il n'est pas complet, mais il est quand même précis. J'attends de voir ce que vont faire les autres. Et j'attends de faire la jurisprudence du +1, que je vous invite peut-être à reprendre avec moi. C'est-à-dire d'appliquer cette grille de lecture à tous les programmes qui vous seront présentés. Mais est-ce que c'est possible, monsieur untel ou madame machin, est-ce que c'est possible ce que vous nous promettez dans le cadre des traités européens, dans le cadre de la Cour de justice de l'Union européenne, dans le cadre des instructions de la Banque centrale européenne? Voilà. Donc, pour répondre à votre question, la différence entre 2017 et maintenant, c'est que quand je suis arrivé en 2017, d'abord j'avais eu un silence radio total sur mon existence même, et puis quand j'avais eu les parrainages, c'est tout juste si je n'étais pas entré par effraction, j'avais vu des gens comme si j'étais un... On avait commencé à parler de la question européenne un mois avant le premier tour. Voilà. Et d'ailleurs, je n'avais pas été particulièrement bien traité, puisque bien entendu... J'étais complotiste, conspirationniste, d'extrême droite, c'est ce qui est absolument faux. S'agissant de l'extrême droite, comme d'ailleurs du reste, mais l'extrême droite, ça a été fixé par le ministère de l'Intérieur. L'extrême droite, ce sont des partis qui sont des partis racistes. Je précise qu'il y a beaucoup de Français d'origine de l'immigration membres de l'UPR. Ce sont des partis qui ont une lecture raciste, antisémite, anti-musulmane, etc. de la situation. Ça n'est absolument pas notre cas. Ce sont des partis qui, par ailleurs, sont assez favorables à des solutions expéditives en matière de droit. Ce sont des partis, en général, historiquement, les partis d'extrême droite, qui sont favorables à une alliance entre le pouvoir et les plus grandes fortunes. Nous n'avons j'offre une caisse de bouteilles de champagne à quelqu'un qui me montrerait en quoi nous sommes d'extrême droite. D'ailleurs, encore une fois, le ministère de l'Intérieur a tranché, pas seulement d'ailleurs, puisque je crois qu'il y avait également le CSA qui avait donné une injonction à France 5 qui nous avait qualifiés d'extrême droite. Je n'en dirai pas davantage du reste. Mais alors, il y a effectivement peut-être des gens qui considèrent que vouloir sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN serait en soi quelque chose d'extraordinaire. Alors là, c'est une extension du concept. Alors bon, historiquement, c'est faux. Pour terminer sur votre question, je vois que là, en 2017, vous achetez Libération d'hier matin, le drapeau européen, c'est la première en une. La question européenne, elle est là, elle est sur la table.
et fait compter sur nous pour qu'elle soit de plus en plus sur la table. Parce que moi, je vous l'ai dit, nous, on veut une élection fair-play. On veut que le débat ait lieu, comme il a eu lieu d'ailleurs au Royaume-Uni, où il s'est terminé par un Brexit, comme il a eu lieu ou comme il a lieu régulièrement dans les pays scandinaves ou dans l'Europe du Nord, ou même en Suisse, lorsqu'il a été question que la Suisse gagne l'Union européenne. Nous, ce débat n'a pas lieu. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Le débat, c'est est-ce que vous êtes pour l'Europe ou pour une autre Europe ? Et si vous voulez sortir de l'Union européenne, c'est comme si vous aviez lâché une flatulence devant un public choisi. Non. Non, non. Nous allons nous imposer ce débat. Voilà. Et comme je vois quand même ce qui est le sentiment de la population, croyez-moi que ces idées que je développe depuis 14 ans ont énormément progressé depuis maintenant, je dirais depuis 2 ans. D'abord déjà avec le Brexit. Parce qu'on avait quand même expliqué aux Français que s'il y avait le Brexit, le Royaume-Uni serait rayé de la carte. Voilà. Puis les gens voient que non. Bon. Donc les gens, ils se disent, bah tiens, finalement, on avait un peu exagéré la situation. Et puis les gens voient bien l'accumulation des inconvénients, ils voient bien le nombre d'entreprises françaises qui passent en mains étrangères. Ils voient bien aussi à quel point la France est devenue complètement maintenant à la remorque de l'Allemagne, comment l'Allemagne conçoit les relations avec les pays de l'Europe et en particulier avec la France comme des relations de domination. Je citerai encore le transfert du moteur de je ne sais plus quelle fusée en Allemagne. On a en permanence le sentiment que la France est en train de disparaître et de perdre tous ses intérêts géopolitiques. On le voit dans tous les domaines. Donc ça c'est perçu par la population. Et ce que nous voulons faire, c'est que on veut bien distinguer ce grand débat qui de toute façon va arriver, puisque, en tout cas c'est ma conviction profonde, la construction européenne terminera comme la construction du socialisme, c'est-à-dire par une explosion générale. Voilà. Parce que ça n'est pas viable, parce que ça fait 70 ans que ça dure et que ça ne marche toujours pas. Et que comme c'était le cas pour la construction du socialisme, ça n'était jamais de la faute du débat, c'est qu'il n'y avait pas assez de socialisme. C'est la même chose qu'on nous explique, c'est pas de la faute de la construction européenne, c'est qu'il n'y en a pas assez. Sauf que ça ne marche pas parce que, pour toutes les raisons que j'ai exposées, ça fait 14 ans que je fais des conférences pour montrer que les États ont des intérêts nationaux légitimement différents. Ils n'ont pas la même géographie, ils n'ont pas les mêmes affinités, ils n'ont pas les mêmes voisins, ils n'ont pas la même tradition historique, syndicale, sociale, ils n'ont pas le même tissu industriel, etc., etc., etc. Donc vouloir de force fusionner tout ça, ça ne marche pas. Et donc je pense que cette affaire va finir par exploser. Ce que nous disons, et ça c'est j'insiste là-dessus, moi je considère que les extrémistes sont justement ceux qui veulent faire disparaître la France dans ce magma. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas, ça risque de se terminer en une explosion générale. Il est beaucoup plus prudent de faire en sorte que l'on sorte de façon juridique, comme le fait les Britanniques, calmement, en restant en bon terme avec nos voisins. Ça, j'y tiens beaucoup. On restera en bon terme. Parce que ce que propose d'ailleurs un certain nombre d'autres candidats sur le thème « on va désobéir au traité, on va faire ci », ça, c'est du nationalisme. Hein. Moi, je n'ai pas envie que la France impose à l'Allemagne, à la Finlande, à la Suède, à la République tchèque ou au Portugal nos intérêts nationaux. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose sous couvert comme ça de... Non, 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 non. Non, je ne suis pas d'accord avec cette idée qu'on devrait désobéir au traité, qu'on devrait imposer notre droit national. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que je ne serais pas d'accord que les autres le fassent à notre rencontre. Dans le contexte, votre objectif, c'est de combien alors ? Vous savez qu'il y a quand même une importante corrélation, je l'ai dit tout à l'heure, entre la couverture médiatique et les résultats dans les urnes. Également avec les fonds dont dispose un parti. Je m'enorgueillis que notre mouvement politique n'a aucun endettement. Je l'ai posé comme ça depuis le début. Je me ferai remarquer d'ailleurs au passage comment il est finalement cocasse de voir des responsables politiques qui s'indignent de l'endettement de la France en disant « votez pour moi, je vais faire mieux », et qui sont incapables de leur petite boutique de la gérer sans être en faillite, alors même qu'ils reçoivent de l'argent de l'État. Nous, on reçoit 0 € de l'État, 0 € de quelques forces
Imaginez qu'on n'est pas financé par des milliardaires. Donc notre argent à nous, il ne vient que du peuple français. D'ailleurs, il y a une proposition, il y a beaucoup d'originalité dans le programme. Vous verrez, c'est pas un programme qui ne dit rien, c'est pas un programme vide. Il y a par exemple la proposition d'interdire les financements des partis politiques par l'État. Voilà. C'est-à-dire qu'un parti politique, il doit trouver dans le peuple français des gens qui sont d'accord pour payer pour lui. S'ils ne le trouvent pas, ils vivent de rentes étatiques. J'ai à l'esprit des partis politiques où il n'y a pratiquement personne, mais comme ils ont des députés, comme ils ont une espèce d'apanage, comme on disait au temps de la monarchie, et donc ils ont des fonds qui leur tombent parce qu'ils ont des députés, parce qu'ils passent des alliances, donc ils ont des députés. Le truc, c'est une coquille complètement vide, qui ne correspond à rien, qui n'a pas de programme en particulier, mais ils ont des fonds de l'État. Non, je ne pense pas que l'État doive financer les partis politiques. Après tout, que les autres partis fassent comme nous. C'est simple. Monsieur Asselineau, quel budget vous avez pour la campagne, justement ? Alors là, on va essayer d'avoir au moment même où je vous parle, nous avons lancé, c'est en cours, c'est bon, hein, donc le site asselineau2022.fr. Vous pouvez aller déjà, il vient d'être mis en ligne. Donc, il y a un compteur d'adhérents. Ce site, c'est un compteur, pas d'adhérents, un compteur de dons pour récolter, nous espérons récolter 3 millions d'euros pour la présidentielle plus les législatives. Vous voyez qu'on est quand même très loin je crois que c'est 22 millions d'euros qui sont recherchés. D'ailleurs, au passage, je sais que je suis parfois un peu trop disert, mais moi, il y a des choses qui m'étonnent dans la vie. Pourquoi a-t-on besoin de tant d'argent pour la présidentielle ? Nous, en 2017, on avait dépensé 1 800 000 euros pour la présidentielle. Donc on est un peu sur les mêmes tendances qu'en 2017, un petit peu plus. Hein. En 2017, on avait dépensé 1 800 000 euros et on avait fait des grandes réunions dans des immenses salles, un peu à Lyon, Montpellier, Bordeaux, à Lille, enfin... Voilà, on avait fait sans compter, pour fêter le 10e anniversaire, on avait loué, c'était à la porte d'Aubervilliers, une grande salle où il y avait eu quasiment 10 000 personnes qui étaient venues. C'était quand même pas mal. D'ailleurs, nous ferons la même chose, je vous donne tout de suite rendez-vous pour les 15 ans de l'UPR, ça sera le 25 mars, ça sera en pleine, une quinzaine de jours avant le premier tour. Pour le 25 mars 2017, c'était les 10 ans de l'UPR, on avait fait donc une réunion où il y avait eu 10 000 personnes qui étaient venues, porte d'Aubervilliers. Eh bien, ça nous avait coûté 180 000 euros. C'est cher. Mais quand je vois que des campagnes dont on parle en ce moment, où il y a des affaires qui reviennent, voilà, il paraît qu'il y aurait des candidats qui, en 2022, auraient dépensé 6 millions d'euros pour une réunion avec 20 000 personnes. Moi, personnellement, je vois que nous avions fait une campagne qui était correcte. D'ailleurs, les campagnes électorales, elles se passent essentiellement à la télévision, à la radio. Voilà, moi, quand je suis allé en province, il y avait des gens enthousiastes. C'est important, bien sûr, que le candidat... Mais c'est pas là que se joue l'élection. L'élection, elle se joue d'abord à la télévision et à la radio. Donc, personnellement, je ne comprends pas ces montants. Parce que... D'ailleurs, en 2017, je n'avais pas eu le sentiment de faire moins de réunions publiques que les autres, hein. J'avais même eu parfois le sentiment d'en faire plus que les grands candidats. Alors je ne sais pas à quoi sert cet argent. Personnellement, je m'interroge. En tout cas, tous nos comptes, c'est évidemment parfaitement transparent. Et voilà donc voilà ce que nous envisageons. Est-ce que vous proposez à M. Philippot de vous rejoindre ? Il est aussi sur le Frexit. Oui, bon, attendez. M. Philippot est sur le Frexit, ça ne m'a pas échappé. De même qu'il ne m'a pas échappé que lorsqu'il a créé son parti politique après 10 ans, avoir été, 10 ans après que je l'avais créé le mien, il a jugé bon de créer le sien. Bon, en reprenant 90% de ce que je disais. Pas que. Il y a ajouté, on l'a vu par exemple sur l'affaire récemment de la vaccination, des propos que j'ai jugés extrémistes pour ma part. Je rappelle que je n'ai jamais été anti-vaccin. J'ai dit en revanche qu'il fallait qu'il y ait la liberté de choix pour les Français, y compris avec des vaccins
qui sont les vaccins chinois, russes, cubains, etc. Je pense que les Français doivent avoir la liberté de choix. Mais je ne suis pas du tout anti-vaccin par principe. Par ailleurs, je n'ai pas versé... Enfin bon, bref, je n'ai pas les mêmes amis, je n'ai pas les mêmes références, je n'ai pas le même public. On a des publics un petit peu différents. Voilà. Je regrette que M. Philippot ne soit pas venu. Vous savez, on est dans une scène... Enfin, regardez la scène politique française de façon générale. Les Français, c'est le peuple gaulois. La grande difficulté des gens à se réunir. Moi, j'avais fait un tour de force, c'était en face, c'était le 31 janvier 2020, où j'avais réuni un certain nombre de responsables politiques qui étaient venus pour fêter avec moi le Brexit. Il y avait M. Philippot, M. Dupont-Aignan, M. Cheminade, M. Jean-Frédéric Poisson, M. Casanova, un ex du Parti socialiste. Il y avait Pierre Lévy, qui est un journaliste ex du Parti communiste. Et il y avait le représentant du Comte de Paris. Il y avait Dominique Jamais. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait Georges Kuzmanovic. Il y avait beaucoup de monde. Voilà. Et il est évident que je leur ai proposé qu'on fasse quelque chose ensemble. Bon, chacun, pour l'instant du moins, chacun suit un petit peu son truc. Maintenant, nous sommes encore en début de campagne. Nous sommes au mois à la mi-octobre. Peut-être que dans les semaines, les mois qui viennent, peut-être que les forces étant en général comme ça que ça se passe, pour une élection présidentielle, il va y avoir des effets d'agglomération auprès de convergence auprès d'un candidat. En tout cas, je le souhaite et j'en profite pour dire que moi, je suis toutes les personnes qui sont d'accord avec l'idée de faire quelque chose comme je le propose et qui refusent absolument tout extrémisme et notamment toute stigmatisation d'une partie de la population. Ça, c'est un point, c'est marqué dans notre charte fondatrice. Allez la relire depuis 14 ans. Ils sont les bienvenus. Voilà, à condition d'être d'accord avec nos objectifs centraux. Donc ce qu'on veut, en fait, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est classé en divers. Ce que l'on veut, en fait, c'est rendre aux Français leur liberté de choix. C'est aussi simple que ça. C'est tout ? Vous avez satisfait votre curiosité ? Bon, écoutez, il me reste à vous remercier. J'en profite quand même pour vous dire que d'abord, vous avez des petites viennoiseries si vous souhaitez en prendre avec un café. Deuxièmement, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Et pas forcément aussi, dans ce cadre-ci, mais si vous le souhaitez, il y a des personnes, je sais qu'on avait convié des youtubeurs qui ont préféré m'inviter sur leur plateforme. Voilà, donc je suis à votre disposition pour venir répondre à vos questions, dans la mesure où tout ça reste des débats de fond, des débats qui honorent la démocratie. Voilà. Merci beaucoup en tout cas.